Alors, pour cette dernière partie de la matinée, donc je vais demander à Éric Mauvière, d'ICEM 7, de venir me rejoindre, ainsi qu'à Florent Gravin, de Camp to Camp. Voilà. Et nous aurons aussi une présentation d'Agnès Le Renard qui va nous rejoindre, mais elle, virtuellement, puisqu'elle est en connexion en visio. Alors, je ne sais pas si elle est déjà là ou pas. Est-ce qu'on peut l'entendre ou pas? Alors, je vais voir ça là-bas. Savoir si... Ah. Oui, bonjour à tous. Ah, bonjour. Vous m'entendez? Nous vous entendons. Est-ce que vous nous entendez? Oui, oui, je vous entends très bien. Ah, bah écoutez, merci Agnès d'être avec nous. Donc, nous allons commencer cette deuxième partie de la matinée. Et je vais commencer par passer la parole donc à Éric Mauvière qui va nous parler parquet. Oui, avec plaisir. Je prends ça. Alors, qu'est-ce que tu préfères? Tu restes là? Tu vas là? Bon, je vais peut-être aller là-bas. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne suis pas Agnès Le Renard, mais bonjour Agnès, néanmoins. Je la connais bien. Flèche de droite. Flèche de droite. Et comment on bascule? Ah. Alors, on a un problème de bascule de l'écran. Voilà. Voilà, très bien. Super. Donc, je vais vous parler de parquet qui est... Alors, je n'ai pas choisi le titre, mais je le valide néanmoins. Ce parquet, ce n'est pas un tout nouveau format. Il a une bonne dizaine d'années, 12-13 ans, mais on en parle, je pense, en France depuis peu de temps, 2 ou 3 ans, grâce à l'INSEE en particulier. Je suis moi-même un ancien membre de l'INSEE, mais c'est pour me présenter brièvement. Je suis statisticien, c'est pour ça que je m'intéresse au format de données, mais aussi à la data visualisation. Donc il y a 2 ans, l'INSEE a mis en ligne, dans ce format-là, alors je reste mystérieux sur ce que c'est, hein, si vous ne le connaissez pas, une grosse base de données. Alors c'est peut-être difficile de se représenter le volume, 25 millions de lignes ou 70 colonnes. Mais ces bases ne pesaient que 500 mégaoctets. Bon, ça se télécharge. On peut travailler ensuite avec sur son poste de travail. Et ça a été mis en ligne sur datagouv.fr. Ça a marqué les esprits, déjà au sein de l'INSEE, parce que pour les personnes qui ont fait ça, c'était pas évident de changer la culture de diffusion. Agnès y reviendra peut-être après, qui était très orientée CSV. Alors justement, pour qu'on comprenne mieux l'intérêt de parquet comparé au CSV, je prends un autre exemple qui concerne les statistiques de délinquance, encore des données mises en ligne sur datagouv.fr. Et depuis un peu plus d'1 an, on a des données, pas seulement CSV, donc ce sont des données communales, annuelles, vraiment détaillées par type de fait de délinquance, avec plusieurs millions de lignes. Là encore, vous le voyez, en CSV, y compris compressé, on avait plusieurs dizaines de mégas de données. Et ce fameux nouveau format parquet, mystérieux dont je vous parle, c'est 4 fois moins, donc c'est un ordre de grandeur à retenir. On gagne de 2 à 4 fois en compacité par rapport au CSV ZIP. Donc parquet, c'est bien plus intéressant qu'un CSV, au-delà de la faible taille de ces fichiers-là. Ce sont surtout des fichiers qui sont directement utilisables, parce qu'ils sont organisés en colonnes qui sont déjà toutes prêtes à l'emploi. Donc caractères, numérique, date, même géographie, on le verra, ou des structures imbriquées beaucoup plus complexes. Donc quand en CSV, on doit passer du temps à analyser les colonnes, parfois redéfinir leur type, parfois il y a des erreurs, ça ne marche pas du premier coup. Un fichier parquet bien préparé, il est immédiatement utilisable, localement, et puis on va le voir, ce qui est la seconde bonne surprise, même directement en ligne. Donc là, c'est un extrait du fichier sur les faits de délinquance. Et on voit là, avec les petits signes, c'est un visualisateur qui s'appelle Debeaver, un outil libre léger qui permet de voir ça.
On a des colonnes caractères, des colonnes numériques et bien d'autres. Donc un fichier parquet, ça s'interroge avec un simple navigateur ou un outil très léger comme DuckDB, par exemple. C'est un tout petit bout de logiciel qui fait 30 mégas à peine. Donc pas besoin de gros logiciels lourds, pas besoin de bases de données type Postgre, Oracle ou que sais-je. Un simple ordinateur, et même là juste un navigateur, peut permettre d'interroger des bases, y compris la toute première dont je vous ai parlé, celle qui faisait 500 mégas et 30 millions de lignes, 70 colonnes. Tout ça peut s'interroger et on peut jouer avec en ligne sans avoir à installer le moindre logiciel et à partir d'un ordinateur tout à fait classique et ordinaire. Donc ça, c'est une vraie révolution par rapport à ce à quoi nous étions habitués, nous autres, les statisticiens, les sigistes, les analyses de données au sens large. Donc un petit exemple de requête SQL sur les faits de délinquance. On voit un extrait pour les faits et les faits positifs. Bon. Alors ceux qui sont plutôt habitués à travailler avec des langages scriptés comme R ou Python, qui aiment bien enchaîner les étapes, peut-être insérer des data visualisation ou des traitements avancés, peuvent bien évidemment tirer parti du format parquet. Alors je ne vous demande pas de lire et d'analyser les lignes de code, mais celles et ceux qui connaissent verront qu'on peut, à partir de l'URL d'un fichier parquet, directement. Par exemple, ici, c'est même un fond de carte. Enfin, c'est une table des communes de France, avec un petit extrait sur le département de l'Hérault et sur quelques colonnes seulement dans le fichier. Donc, on peut utiliser son API, sa façon de faire habituelle, pas forcément du SQL. Je montrerai un petit exemple en R. Vous voyez que quelques lignes suffisent pour tirer parti d'un fichier parquet en ligne. Vous pourrez retrouver les diapos si ça vous intéresse de récupérer un code tout prêt. Donc je résume déjà une première série d'avantages du format parquet. Il est compact. C'est un format physique de fichier, c'est-à-dire que vous pouvez le mettre où vous voulez, sur un site web, sur Amazon S3, sur votre ordinateur, sur une clé USB même. Pas besoin de logiciel pour s'en servir. En tout cas, il n'est pas lié à un logiciel particulier, contrairement à une base Postgre, Oracle ou MySQL. Il y a des tas de logiciels et de librairies qui peuvent l'interroger. Les colonnes sont déjà typées, je l'ai dit, donc elles sont prêtes à l'emploi. C'est extrêmement intéressant. Pensez à des colonnes de type date, par exemple, qui sont déjà toutes prêtes. Vous pouvez extraire l'année, le mois, le jour, faire des calculs de différence, donner 6 mois avant, sans avoir à perdre du temps à relire des informations textuelles. Et puis on peut travailler en ligne directement. Ça, c'est assez fascinant, sans forcément avoir à télécharger les fichiers. Alors maintenant, je passe à un cran supplémentaire, puisqu'on est quand même là dans une assemblée de spécialistes de la géomatique. Donc, on peut aussi traiter des données géographiques avec parquet. Alors, on parle de géoparquet, mais c'est ni plus ni moins que du parquet en réalité. Il y a quelques métadonnées. On se coule dans le format existant. C'est un format open source, je le signale au passage. Donc, pour donner quelques ordres de grandeur, je suis parti là de la couche Admin Express de l'IGN. C'est une assez grosse couche malgré tout, avec les 35 000 communes, mais surtout des périmètres qui a une description vectorielle assez détaillée. Donc, au format habituel de la géomatique, on est dans les 400 mégas. Alors, j'ai mis du GeoJSON, mais personne ne s'en sert pour des fichiers de ce genre. C'est évidemment bien plus volumineux. Et en géoparquet, c'est en gros 2 fois moins que les formats habituels. Avec le géoparquet 1.2, on gagnera même davantage. On retrouve encore cette compacité et puis cette capacité à décrire des formats, cette fois-ci géométriques et géographiques. Pourquoi ? Parce que Parquet permet de gérer donc, tout un tas de types de colonnes de données, des données qui peuvent être hiérarchiques, enchâssées, des vecteurs, enfin tout ce que vous voulez, donc y compris de la géométrie, puisque la géométrie, les polygones et polylignes, c'est une structure hiérarchisée, mais ce sont des suites de nombres finalement.
Donc un petit exemple d'extrait à partir de l'Admin Express national, donc toutes les communes. On peut extraire très facilement les communes du département de l'Hérault, je ne connais pas l'effectif par cœur. Avec un logiciel léger, ça peut se faire en ligne. Là, je vous montre juste la requête SQL. Donc dans plein d'environnements différents, on peut, à partir d'un gros fichier, y compris en ligne, afficher dans un client, sur son ordinateur, une petite visu cartographique. Et ce fichier qui faisait 275 mégas, je n'ai extrait, si on regarde ce qui passe par les tuyaux de l'Internet, qu'une petite cinquantaine de mégas. C'est-à-dire que Parquet, quand on l'interroge, est capable de dire au client qui l'interroge, va exactement dans telle partie du fichier chercher ce qui t'intéresse. Une requête même un petit peu plus fine, les communes qui entourent Montpellier, pour rester à proximité de là où nous sommes. Alors, je ne vous demande pas d'analyser le SQL, simplement vous pouvez constater que ce qu'on fait avec PostGIS, par exemple, peut se faire dans un client léger, directement sur un format Parquet. Là, j'ai demandé les communes qui étaient contiguës avec celles de Montpellier. Et ça s'affiche, tout ça en quelques secondes. Je lis un gros fichier en ligne et j'ai un résultat affichable et réexploitable, bien évidemment, en quelques lignes de code et moins d'une dizaine de secondes. Car l'exécution est là encore très rapide. Donc, deuxième série d'avantages de Parquet. Là, je viens un peu plus à ce qui le caractérise sur le plan technique. C'est un format orienté colonne. Ça veut dire quoi ? Bon, traditionnellement, les tables de données sont des suites de lignes. Alors, c'est très pratique, une suite de lignes, pour en rajouter d'autres. Quand on a des flux transactionnels, enfin, quand on édite sans arrêt des données, on rajoute des enregistrements météo, par exemple, ou des ordres d'achat en ligne. Mais le format colonne, lui, sépare les colonnes. Donc c'est beaucoup plus intéressant quand on fait des traitements analytiques. Parce que les colonnes sont typées, elles se compressent très très bien. Elles peuvent se lire avec une extraordinaire efficacité avec les processeurs modernes. Donc on peut additionner toute une colonne numérique. On peut faire des calculs de maximum, de minimum, faire des statistiques descriptives classiques sur des colonnes de type date ou caractère. Et on peut enfin, quand on requête, si parmi une table de 70 colonnes, seules 3 ou 4 nous intéressent, eh bien on ne s'intéressera qu'à celle-là, y compris dans les tuyaux de l'Internet. L'information ne transitera que uniquement sur ce qui nous intéresse. Alors cette division par colonne se complète avec Parquet, c'est pour ça que ça s'appelle Parquet, par une organisation en grands groupes de lignes, ce qui va nous permettre de cibler les groupes de lignes qui nous intéressent. Quand j'ai ciblé l'Hérault tout à l'heure, parmi la couche Admin Express de France, en fait, le fichier des communes de France est divisé en groupes de lignes et la requête sait aller chercher parmi les paquets de 5000 lignes celui qui va être pertinent pour la requête. Donc on parle aussi, face à ces formats qu'on peut interroger de façon très sélective sur le web, de format optimisé pour le cloud, ou de format streamable. Donc on peut taper dans des bases de données distribuées qui peuvent être étendues sur de nombreux serveurs sur le web, mais en extrayant uniquement le petit filet de données qui va être pertinent pour notre requête. Je vous montre juste une image, je n'ai pas la détailler, de ce qu'est le format Parquet, vous le retrouverez si vous êtes curieux. Mais on parle de Parquet parce qu'on a cette structure un peu en latte, à la fois des colonnes bien séparées. Vous voyez en bas, ça peut être du caractère, des dates, des chiffres, de la géométrie. Et puis des groupes de lignes. Ce fichier est truffé de métadonnées en réalité, ce qui permet aux requêtes d'aller taper exactement ici dans les petites dalles pertinentes pour la requête qu'on a écrite. Je passe sur les petits détails. Je termine en disant que ce format Parquet, il est ouvert. Il a été développé dans le cadre de la fondation Apache. Que depuis quelque temps, l'OGC, que nous connaissons tous, donc l'Open Geospatial Consortium, s'y intéresse et ambitionne même d'en faire un standard officiel d'échange pour les données vectorielles et tabulaires. Et puis, c'est un format qui est soutenu par pas mal d'industriels
mais aussi des projets libres comme GEDAL. C'est la raison pour laquelle, par exemple, dans QGIS, vous pouvez travailler en géoparquet, vous pouvez convertir des fichiers SRI, GeoPackage ou autres en géoparquet et réciproquement. Donc c'est un format facile à créer, exporté vers, importé à partir d'eux, et qui est extrêmement utile pour tout ce qui est traitement de type analyse, c'est-à-dire dans des fichiers déjà constitués, qu'on a mis quelque part sur DataGo, sur un serveur. Bon, à contrario, les limites de parquet, c'est que si vos données bougent en permanence, vous détruisez des lignes, vous en rajoutez d'autres, le temps de constitution d'un gros fichier parquet, c'est quand même plusieurs secondes, plusieurs dizaines de secondes. Donc là, c'est moins adapté. Donc on est plus dans l'univers dit OLAP, c'est-à-dire les bases de données analytiques, grosses bases de l'INSEE, grosses bases géographiques qu'on met à jour tous les mois, tous les ans. Une certaine stabilité. Que sur des données mises à jour en temps réel. Clairement. Voilà sur Parquet. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a une ou deux questions? Alors. Bonjour, Michael Gallien du département du Gard. Sur Postgre, on peut ajouter des commentaires aux colonnes, donc faire porter de la métadonnée. Est-ce qu'on peut le faire aussi avec le format Parquet? Alors, il y a un modèle de métadonnées qui est assez libre. Je crois qu'on peut rajouter absolument ce qu'on veut comme métadonnées, à la fois au niveau global, colonne par colonne et aussi par groupe de lignes. C'est ce qui permet d'ailleurs qu'on ait une colonne géométrique. Il n'y a pas de type géométrique dans Parquet, en tout cas pas encore, parce que ça vient dans quelques mois, ce qui sera aussi un énorme avantage. Mais oui, ce modèle de métadonnées est très, très pratique, à la fois pour donner de l'info sur les colonnes et accélérer les requêtes. C'est ça qui permet d'avoir des affichages spectaculairement rapides, 2-3 secondes, en tapant dans des bases de plusieurs gigas, avec des requêtes très ciblées. On peut définir, par exemple, pour la colonne géométrie, le code EPSG, c'est-à-dire le système de référence géographique dans lequel on est. D'accord. Ah, c'est Myriam. Allez. Allez. J'ai pitié de mon collègue. Myriam Cross, OpenIG. Moi, j'ai une question là. Vous avez parlé effectivement de QGIS qui est en capacité de lire. Quels sont les autres outils qui implémentent finalement ce format et qui permettent surtout de l'écrire? Parce qu'on a parlé de conversion, mais derrière, est-ce qu'il y a des logiciels, des outils qui permettent de l'écrire nativement? Oui, il y a toute une famille. QGIS permet de l'écrire nativement, pas simplement de l'afficher. Donc ça, c'est pour le géoparquet. Dans R et dans Python, vous avez de multiples librairies qui permettent de le générer, Arrow, Polars, dplyr et bien d'autres. DuckDB, qui est un de mes petits outils favoris, est très à l'aise avec Parquet, c'est un peu son format de prédilection. Sur le web, vous avez plein de petits sites où vous glissez votre fichier CSV, vous récupérez un Parquet en quelques secondes. Je connais peu de logiciels, sauf Excel, pour le moment, qui ne savent pas lire ou écrire du Parquet. Ah bon? Ok. Alors, on va enchaîner. Merci beaucoup. Reviens avec. Rapporte le micro. Prends le micro et la zapette. Faut ramener tout le petit matériel. Alors, Alexandre, l'écran de contrôle est devenu noir. Est-ce que c'est normal? C'est peut-être pour nous permettre donc d'accueillir Agnès Le Renard en visio. Est-ce que je dois faire quelque chose avec la zapette? Je regarde la régie qui ne me dit rien. Il est en train de descendre. Ok. Donc, parce que vous allez le comprendre, donc la présentation en fait de Mélodie, donc qui est la nouvelle façon d'accéder aux données de l'INSEE, s'appuie sur le format Parquet. Donc les deux présentations sont tout à fait complémentaires. Et je pense que c'est une histoire de veille. Tada, j'adore. C'est bien d'avoir ce pouvoir. Alors, je vais partager mon écran. Alors,
Est-ce que on peut avoir la visio donc avec Agnès Le Renard? Ah oui, il faut courir, hein, le pauvre. Ça y est, ah vous êtes là. Excusez-moi, je ne vous voyais pas. Alors, et on va vous laisser effectivement piloter le partage de votre présentation. Est-ce que vous nous entendez, Agnès? Oui, oui, je vous entends très bien. Eh ben, nous aussi, on vous entend très bien. On est ravis de vous accueillir et on vous laisse la main. Très bien, bonjour à tous. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je suis Agnès Le Renard, je travaille à l'INSEE et en particulier, je suis responsable de la diffusion sur INSEE.fr des données pour les territoires, hein, des données communales et agrégeables au niveau supracommunal. Donc, merci Eric pour la présentation. Effectivement, on a eu l'occasion de travailler à plusieurs reprises avec Éric Mauvière et effectivement, nous diffusons du parquet depuis maintenant, ça va bientôt faire plus d'1 an et demi, 2 ans pratiquement. Voilà, mais Mélodie n'est pas encore complètement, n'accepte pas encore complètement le parquet, mais je pense que ça va venir. Alors, je me propose de partager mon écran ou là pour l'instant c'est très bien. Affiché. Là, je sais pas. C'est moi ou c'est... Alors attendez. J'ai l'impression que c'est vous. Ah, d'accord. Alors, hop. Là, j'ai partagé mon écran. Ok. Alors, je touche à rien. Normalement, allez-y, ça devrait marcher. Alors, moi, j'ai partagé mon écran. J'ai l'impression que vous êtes à la diaporama suivante par rapport à celle que j'ai partagée. Sinon, je vais suivre selon le déroulé de votre diaporama. Mais je dois également aller sur l'interface. Est-ce que vous le voyez, notre diaporama? Oui, moi, je vois votre diaporama. Mais vous êtes à la page 2 et moi, je suis à la page 1. Si j'arrête le partage... Ah oui, mais le problème, c'est que c'est pas la même chose qu'on voit quand il y a le partage. Tout. Alors, je vais faire le partage. Hop, je refais le partage et puis sinon, on va avancer avec ce que... Ah, là, je pense qu'on est bien. Alors, allez-y et faites avancer vos diapos à votre rythme. D'accord, très bien, parfait. Donc, merci beaucoup. Donc, je vais vous faire une présentation en vous rappelant... tout d'abord, l'offre de nos principaux produits, très rapidement. Et puis après, je vous parlerai de Mélodie, hein, donc mon espace de livraison d'Open Data à l'INSEE. Alors, là, je pense que c'est bien, voilà. Alors, je vais partir de l'outil le plus agrégé jusqu'à la donnée brute. Donc, si on prend des outils clés en main, vous allez avoir ce qu'on appelle tout d'abord le dossier complet. Donc, le dossier complet, vous allez avoir, rapidement, ça doit... Voilà. Vous avez le dossier complet. Donc, vous avez tous les indicateurs pour un territoire sous forme de tableaux et de graphiques. Alors, pourquoi je vous montre le dossier complet? Tout simplement parce que les indicateurs que vous avez dans le dossier complet, sous forme d'indicateurs, vous allez les retrouver sous forme de cubes dans Mélodie. Voilà. Donc le dossier complet, qui est un de nos produits phares. Vous avez rapidement ce qu'on appelle le comparateur de territoire. C'est quelques indicateurs qui vous permettent de comparer un certain nombre de territoires. Quand vous voulez faire de la cartographie ou récupérer de la donnée au niveau communal ou supracommunal, vous avez le site statistique locale. Et quand on veut visualiser de la donnée à l'infracommunal, on a un nouvel outil de cartographie infracommunale qu'on a ouvert au mois de juin, qui vous permet de visualiser de la donnée aux 200 mètres x 200 mètres. Voilà. Alors, et puis ensuite, vous avez donc tout ce qui concerne la donnée brute. Et donc, pour la donnée brute, on va avoir des fichiers de détail au format parquet, effectivement, mais ces fichiers de détail au format parquet, aujourd'hui, sont hébergés sur INSEE.fr et non requêtables sur INSEE.fr, et par contre, diffusés également
sur data.gouv et là requêtable sur data.gouv. Donc ça viendra, mais pour l'instant le requêtage n'est possible que sur data.gouv. Et puis vous avez des données agrégées, donc là aussi sur INSEE.fr et sur data.gouv, et puis des données agrégées disponibles depuis Mélodie. Alors, quels sont les objectifs de Mélodie? Donc les objectifs, c'est d'améliorer la qualité des produits et des métadonnées. Donc pour ça, en fait, on a harmonisé nos jeux de données avec des standards internationaux. Donc la description des jeux de données correspond à la norme D4. Maintenant, c'est selon le format D4. Et puis, les données sont normalisées selon le format SDMX. Donc, qualité des produits, des métadonnées. Et cette harmonisation des métadonnées, donc avec les standards internationaux, elle se fait également entre sources de données. Voilà. Donc, premier objectif de Mélodie. Et le deuxième objectif, c'est d'offrir de nouveaux services. C'est d'avoir un point d'entrée pour récupérer les jeux de données de l'INSEE et avec des URL fixes. Parce qu'aujourd'hui, on sait bien que c'est compliqué de s'y retrouver sur INSEE.fr pour retrouver les jeux de données. Donc un point d'entrée unique à terme, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas. Et sur ces jeux de données, vous aurez plusieurs services. Vous aurez des services de téléchargement de données, vous aurez des services d'exploration et des services de mise à disposition de tableaux tout faits au format XLSX et également une API. Donc voilà les objectifs de Mélodie. Alors maintenant, comment on a construit nos jeux de données dans Mélodie? Alors, dans Mélodie, en fait, on ne parle plus de variables, entre guillemets, on va parler de dimensions, de mesures et d'attributs. Donc des dimensions, ça va définir l'observation, ça va être le secteur d'activité, l'âge, le sexe. La géographie, la temporalité sont également traitées comme des dimensions. Ensuite, vous avez la mesure. Donc la mesure, c'est ce qu'on observe, ça va être des individus, des logements, des effectifs, des entreprises, etc. Et puis, on a des attributs, c'est-à-dire qu'on va donner une information sur sur l'observation. Quelle est son unité de mesure? Quel est son statut? Est-ce que c'est provisoire, définitif, etc. Donc, des dimensions, des mesures, des attributs. Et puis, toujours dans la construction de nos jeux de données et de nos métadonnées, on va essayer d'avoir des modalités de nos différentes dimensions qui soient parlantes et qui soient standardisées. Donc en fait, on va prendre la dénomination de notre mesure, donc par exemple si j'ai des employés, et puis ensuite on va les normer. Donc si je veux dire de 1 à 10 employés, eh bien ce sera E comme employees, 1, T de tout, 10. Voilà. Donc on retrouve une certaine norme pour tous nos jeux de données. Donc par exemple, si je prends les années de 10 à 20 ans, ce sera Y comme hier, 10, T, 20. Voilà, donc des métadonnées harmonisées, standardisées. Alors maintenant, comment ça va se présenter concrètement sur Mélodie? On va aller sur Mélodie, mais la philosophie, ça va être de passer de l'indicateur au cube. Donc pour ça, on vous met à votre disposition des tables de passage, des aides à la lecture. Là, par exemple, je vais prendre le nombre d'hôtels classés 1 étoile à Nantes, qui est dans la région Pays de la Loire, département Loire-Atlantique, en 2025. Auparavant, vous auriez eu un indicateur HT 125 avec une modification chaque année. Là, vous allez avoir cet indicateur qui va être découpé en cubes. C'est-à-dire que vous allez avoir le niveau géographique qui va être, en l'occurrence ici, la commune. Ensuite, vous allez avoir la géographie. Donc là, en l'occurrence, il s'agit de la commune de Nantes. Puis la période, la dimension time période, 2025. Puis la dimension secteur d'activité qui correspond aux hôtels hébergements. Puis ceux classés 1 étoile. Et la mesure, c'est le nombre d'établissements. Donc un passage de l'indicateur au cube. Et maintenant, on va passer sur le catalogue directement. Et donc, tous nos jeux de données, ils sont en fait répertoriés dans le catalogue, dit catalogue Mélodie. Alors, ce catalogue Mélodie, il va se présenter comme ça.
vous allez trouver sur le bandeau de gauche des critères, donc des critères de recherche, hein. Vous y retrouvez les thématiques d'INSEE.fr, les niveaux géographiques, la source de données, hein, ça peut être le recensement de la population, les axes d'analyse, les différents millésimes, des jeux de données. Aujourd'hui, nous n'avons que des jeux de données agrégés, mais demain, vous aurez aussi des jeux de données individus. Les dernières mises à jour, donc par exemple en avril 2025, pour l'instant, il y a eu 6 jeux de données qui ont été mis à jour. Et ici, pour tous les jeux de données, vous allez récupérer le titre et puis un petit résumé de votre jeu de données. Donc on va aller sur un jeu de données particulier qui va être celui sur les capacités d'hébergement touristique. Voilà. Donc je vais dessus. Et là, on va retrouver donc la norme D4. On va décrire le jeu de données avec le titre, le sous-titre, le résumé, une description précise, un lien vers la source d'INSEE.fr où vous aurez toutes les définitions de la source. Et puis, vous avez le petit pour en savoir plus. Et dans ce petit pour en savoir plus, pour faire un petit clin d'œil à ce que disait Eric avec le format parquet, eh bien, dans ce pour en savoir plus, vous allez vous retrouver sur la page d'INSEE.fr. Voilà. Page d'INSEE.fr où vous allez retrouver en fait l'intégralité des jeux de données, y compris l'historique. Et c'est dans ce pour en savoir plus que vous allez également retrouver les fichiers au format parquet quand on a des fichiers au format parquet. Donc on voit qu'aujourd'hui, en fait, dans le catalogue de données, vous n'avez pas toutes les informations, mais vous avez la possibilité d'avoir un catalogue qui vous permet de facilement retrouver le jeu de données, et vous avez les liens vers INSEE.fr, vers les autres jeux de données qui ne sont pas encore sur le catalogue, et notamment les fichiers parquets qui ne sont pas encore acceptés aujourd'hui dans Mélodie. Donc un onglet description, ensuite vous avez un onglet métadonnées, avec les différentes listes, voilà, les différentes modalités de chacune de nos dimensions. Et puis, vous avez l'onglet données. Et dans cet onglet données, vous allez pouvoir explorer les données, récupérer l'intégralité du jeu de données ou récupérer quelques fichiers Excel du jeu de données. Donc, peut-être si je vais sur l'explorateur. Sur l'explorateur, là, si je veux un filtre, par exemple, je veux la commune de Nantes. Je veux la commune de Nantes. J'aurais pu choisir Montpellier, ça aurait été plus judicieux. Voilà. Et ensuite, je fais les filtres que je souhaite. Donc là, ce que je veux, c'est les hôtels. Donc, je choisis mes hôtels. J'ai dit premier d'une étoile. J'ai choisi une étoile et ce que je veux connaître, c'est mon nombre de places ou mon nombre d'établissements. Donc sur l'explorateur, j'ai pu filtrer en fait les données que je souhaite et là, je les exporte. Donc effectivement au format CSV. Donc ça, c'est la première chose. Et vous voyez qu'en bas, j'ai fait un certain nombre de filtres et j'ai le lien vers l'API. Donc du coup, je vais vous parler aussi API et vous pouvez copier-coller en fait cette URL et ensuite l'amender en fonction des filtres que vous souhaitez faire. Donc, on a vu le catalogue et on peut donc télécharger le jeu de données, l'explorer et on peut également utiliser l'API puisque toutes ces données qui sont dans la base de données Mélodie sont accessibles via l'API. Donc, l'API, vous avez le catalogue, donc vous avez toutes les API de l'INSEE sur le portail des API et vous avez plus particulièrement l'API Mélodie. Donc, dans l'API Mélodie, vous allez notamment retrouver toute la documentation qui va vous aider, voilà, qui va vous aider pour récupérer la donnée et vous avez auparavant pu filtrer via l'explorateur les filtres que vous vouliez et récupérer l'URL. Alors, pour récupérer les données, donc les jeux de données, le contenu des jeux de données,
les jeux de données filtrés, on a mis à votre disposition un package qui est dans l'espace GitHub de l'INSEE. Donc, vous avez un package Mélodie qui est ouvert à tous, hein. Et donc, pour l'instant, c'est un package en R qui vous permet de récupérer la donnée. Et on aura bientôt un package en Python pour récupérer donc soit tous les jeux de données, soit les données d'un jeu de données particulier. Vous avez donc différentes fonctions dans ce package pour vraiment récupérer la donnée facilement en R ou en Python. Voilà ce que je pouvais vous dire ce matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Agnès. Sur Mélodie. J'arrête mon partage d'écran parce que vous avez peut-être des questions. Oui, alors, est-ce qu'on a quelques questions dans la salle? On en a une. Olivier Gate de VRMS. Merci Françoise, tu m'as présenté, donc ça m'évite de le faire. Je commence par une seconde de publicité pour dire que FME lit bien et écrit bien le format parquet et géoparquet. Tu as raison, commençons par le commencement. commencement. Il faut commencer par ça. Merci pour votre présentation. J'ai cru comprendre que la base Sirène allait également être fournie par l'intermédiaire de Mélodie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet? Est-ce que vous avez entendu la question? Oui, j'ai très bien entendu la question, il n'y a pas de souci. D'accord. Vous parlez de la base sirène.fr pour récupérer des listes d'établissements, c'est bien ça? Oui, la base Sirène de l'INSEE, oui. Alors, pour l'instant, c'est pas le cas. Vous avez des données agrégées dans Mélodie issues de Sirène pour avoir le nombre d'entreprises sur différentes localités, mais vous n'avez pas la liste des établissements. Si ça répond à votre question. Je peux vous renseigner, moi j'ai pas entendu dire que la liste des établissements... Moyennement, mais c'est pas de votre faute, parce que visiblement la livraison par l'API direct de Sirène ne semble plus être disponible, en tout cas c'est pas mis à jour par l'INSEE, et j'avais l'impression qu'on était un peu, plutôt que l'INSEE était un peu le cul entre deux chaises, excusez-moi pour l'expression, entre l'ancienne API pour livrer les données Sirène et la nouvelle Mélodie, mais apparemment vous n'en savez pas plus. Pour l'instant, Sirène n'est pas dans Mélodie. Okay, merci. Ça c'est sûr. Elle a sa propre API. Effectivement, que l'on retrouve sur le portail commun des API de l'INSEE, hein, puisque vous avez 5 API, mais il n'est pas prévu de fusionner Sirène.fr et Mélodie. La fusion qui va être faite dans Mélodie, c'est vous allez avoir tout ce qui est série chronologique, donc l'API dite BDM. Alors elle va disparaître et progressivement intégrer dans Mélodie, mais pas Sirène, pas à ma connaissance. Alors on a une autre question de la part de Florent. Oui, moi c'est quand vous avez designé vos API, je vois que j'ai pas l'impression qu'elles soient standards. Quel choix vous avez fait pour faire l'API data, metadata? Est-ce que vous avez pensé à des standards, notamment des standards de l'OGC ou des choses comme ça? Alors ça, moi, j'ai pas travaillé sur l'API. Je vais être un peu embêtée pour vous donner des standards metadata sur l'API. Je sais qu'on est sur le portail Gravity, hein, mais j'ai pas la réponse à votre question. Bien, merci de votre déjà de cette présentation qui nous a permis de comprendre un peu plus ce qu'il y a dans Mélodie et comment on y accède. Je pense que maintenant, ça va être le moment de tester pour ceux qui ne l'ont pas encore utilisé. Merci beaucoup, Agnès. Merci à vous. Bonne fin de journée. Je dis aussi au revoir avant de passer, pendant que Florent, je ne sais pas si tu veux rester là ou si tu veux... Alors, va là-bas, on va passer, et pendant ce temps-là, on va dire au revoir à Eric qui court prendre un train. Voilà, donc merci en tout cas d'être venu, et puis on passe la parole à Florent. Alors, tac, hop, voilà. Alors, on ne pouvait pas vraiment faire cette journée sans parler d'intelligence artificielle. Je pense qu'on nous l'aurait reproché. Et donc, il se trouve que Camp to Camp, vous avez fait un travail super intéressant, justement, d'exploration des grands modèles de langage, et donc dont tu vas nous rendre compte. On t'écoute.
Tout à Si fait. tu veux la zapette? Non, je vais. Tu le fais sur le. Je vais juste, Ok. faire le chrono, quoi. Voilà, merci de m'accueillir ici. Oui, bon, il y a beaucoup de mouvements autour de l'IA et des LLM depuis notamment la sortie de ChatGPT, mais aujourd'hui je parlerai plutôt de modèles comme ceux de Mistral ou des choses comme ça qui sont en France. Et est apparu un petit peu ce rêve il y a longtemps de pouvoir parler à sa plateforme et trouver de la donnée. Et ça fait d'autant plus sens suite à une présentation comme celle de l'INSEE où il y a des catalogues de données, il y a beaucoup de données. Et en fait, c'est souvent un petit peu difficile d'aller s'immerger un peu dans ces catalogues pour trouver la bonne donnée qui répond à notre question. Et nos travaux, ils sont un peu dans ce sens-là. C'est comment on peut parler à un catalogue pour exprimer un besoin concret, un use case. Par exemple, je veux voir l'évolution des décès dans la ville de Montpellier par rapport à celle de Lunel, je ne sais pas. Et le LLM devrait être capable d'aller trouver les bons jeux de données, de faire les bonnes analyses et de répondre à vos questions. Donc, je vais parler un petit peu d'expérimentation qu'on a faite. Donc, rapidement, je m'appelle Florent Gravin et je travaille à Camp2Camp. Et Camp2Camp, on travaille dans l'open source géospatial. Et moi, je suis par exemple investi dans des solutions de plateformes géographiques comme GeoOrchestra. Je travaille aussi avec GeoNetwork sur la donnée, la métadonnée. Donc, il y a eu des sujets ce matin qui m'ont beaucoup intéressé. Et ça tombe bien puisqu'on va voir que pour l'intelligence artificielle, comme pour beaucoup de choses, les métadonnées sont vraiment importantes. Voilà, ça tombe bien d'arriver dans ce domaine. Donc, je vais d'abord introduire sur les LLM et le géospatial, qu'est-ce que ça peut apporter, mettre un accent sur comment ça aide à la recherche, on en a parlé ce matin, mais on n'a pas expliqué. Faire un petit point sur les risques. Aujourd'hui, il y a beaucoup de hype, etc., mais est-ce que ça marche vraiment? Pour conclure sur l'état de l'art, voilà. Donc rapidement, qu'est-ce qu'un modèle de langage? Pour expliquer, c'est un système d'intelligence artificielle qui est capable de comprendre du texte et de générer du texte. Donc on parle d'IA aujourd'hui, il y a un boom IA, mais en fait l'IA ça existe depuis très longtemps. Ce qui est révolutionnaire aujourd'hui, c'est la compréhension du texte, notamment avec des modèles comme celui de GPT ou de Mistral. Et on parle beaucoup de GeoAI aussi, et il y a un petit peu une confusion parce que la GeoAI, il y a beaucoup de modèles d'analyse d'images satellites qui sont basés sur des modèles de machine learning. Donc on parle beaucoup de ces modèles, mais aujourd'hui moi je vais juste parler du LLM, qui est vraiment cette capacité à faire du texte. Donc c'est deux domaines assez différents en réalité. Donc le LLM et le géospatial, qu'est-ce que le LLM peut apporter? Souvent, alors je ne sais pas si la vidéo se joue. Il faut que je fasse suivant. Non. Ok. Donc il n'y a pas de vidéo. Là peut-être. Ah, je fais des bêtises là. Non. Ah. Ok. Alors il faut peut-être que je fasse ça. Non, je connais pas trop Mac, désolé. Vers en haut à gauche. Ouais. Donc voilà, comment j'introduis un petit peu les LLM et le géospatial, souvent c'est avec cette vidéo. Bon, je l'ai faite il y a 1 an et demi à peu près. Elle faisait un effet un peu waouh. Aujourd'hui, on est habitué en fait à ce genre de démonstration, d'interaction. Donc là, l'idée c'était de parler en fait à une carte et de lui demander des questions. Donc on a vu, je veux les parcs à Genève, il comprend ce que je veux, où, et il me l'affiche. Là, c'est un petit peu plus complexe. On rajoute un filtre. Donc par exemple, je veux les montagnes de plus de 4000 mètres en Suisse. Et on voit que on essaye d'avoir des questions de plus en plus complexes et que le LLM va essayer de comprendre ce qu'on cherche et de nous l'afficher. Alors, je suis désolé. Il y a un truc genre Alt-Tab. Ouais. Et par rapport à l'INSEE, ça pourrait être des choses qui sont beaucoup plus complexes, voilà, comme l'exemple que je disais tout à l'heure sur la mortalité entre deux villes. Donc en réalité, cet exemple, il est assez simple. Pourquoi? Comment il fonctionne? En fait, on demande à un modèle de langage qui a été entraîné sur... Donc là, c'est des données OpenStreetMap,
Le modèle de langage, il a été entraîné sur presque tout Internet, donc notamment la documentation d'OpenStreetMap. Donc en fait, il connaît la documentation, il est capable, en fonction de ma requête, de générer une requête d'API à l'API d'OpenStreetMap, et puis de comprendre quel filtre utiliser, comment définir la spatialité, la B-box. Il fait la requête. Donc en fait, c'est comme si je demandais au chat de Mistral la même question, et c'est le chat qui me répond. Sauf que là, je l'ai intégré dans une application. Donc il n'y a rien de vraiment compliqué derrière cet exemple. Mais on va voir un petit peu comment on peut faire la même chose avec ses propres données, en fait. Donc, pour résumer, ce que les LLM peuvent apporter au géospatial, c'est ce qu'ils peuvent apporter d'une manière générale, même sans la composante géo. Les LLM sont beaucoup utilisés pour la recherche. Donc, on améliore la capacité de recherche grâce aux sémantiques. Je vais l'expliquer. Il peut apporter des nouvelles interactions avec la carte ou avec l'utilisateur, comme des assistants SIG, des assistants d'une application web, un chatbot, etc. Répondre à des problématiques d'intelligence géographique. Donc là, c'est aller plus loin. Hein. C'est pas que chercher des données, mais c'est les analyser. C'est faire des requêtes complexes d'études, donc geolocation. Enrichir les données. Donc ça peut aider. Par exemple, on voit que les métadonnées, c'est très important. On peut avoir des données de mauvaise qualité. Ça peut nous aider à les enrichir et à permettre de faire des meilleures recherches. Puis aujourd'hui, j'ai mis aussi piloter vos outils SIG avec tout ce qui est function calling, je vais en parler, et MCP. On peut connecter un chat avec un logiciel desktop ou une application web. Donc, première partie, je vais parler de la recherche. Donc, comment on peut améliorer la recherche ? En fait, ce qui est très important quand on veut répondre à une question sur un territoire, c'est de comprendre l'intention de l'utilisateur. Qu'est-ce qu'il recherche ? Sur quelle date ? Quelle zone ? Et du coup, ce qui est important, c'est de trouver les bons données qui répondent à la question. Donc, c'est primordial d'aller ouvrir la bonne donnée, sinon on sera incapable de répondre à la bonne question. Donc, comment on peut améliorer la recherche ? Il y a plusieurs techniques. Hein. On peut lui demander. Donc, en général, une recherche sur une plateforme, c'est une recherche qu'on appelle lexicale. Donc, on doit taper les mots exacts qui sont contenus dans le jeu de données. Donc, par exemple, si je reparle de mortalité, c'est pas très gai, mais si on cherche, je veux le nombre de morts, peut-être qu'il va pas trouver. Ou si je cherche sur la pluie et que je tape pluviométrie ou des choses comme ça, ou précipitation, il va pas trouver. Donc on peut lui demander de générer des synonymes. Comme ça, la recherche lexicale va marcher. On va taper une recherche, le LLM va amplifier la recherche qu'on a tapée pour avoir plus de chances de connecter avec des jeux de données. On peut reformuler la question. On peut utiliser un outil un peu plus intéressant qui est la recherche sémantique, dont je vais parler. Et puis, on peut aussi demander de réordonner des résultats. Par exemple, on fait une recherche, la recherche lexicale retourne des résultats, puis on demande au LLM de lui dire, par rapport à ma question, voici toutes les métadonnées qui correspondent avec toutes leurs descriptions, laquelle tu penses qu'elle est la meilleure. Donc, c'est ce genre d'exemple qu'on peut faire. Donc, la recherche sémantique... comment ça fonctionne ? En fait, un langage de modèle qui n'est pas un grand modèle de langage, mais un petit, va être capable de comprendre du texte et de l'indexer dans une base de données dans une base vectorielle où en fait le vecteur, qui va avoir des milliers de dimensions, va représenter le sens d'un texte. Par exemple, est-ce que le texte est chaleureux ? Est-ce qu'il parle de géographie ? Est-ce qu'il parle de vélo ? Ce genre d'arguments. Donc tout ça, c'est des dimensions. Dans le contexte vectoriel. Donc du coup, ce qu'on fait par exemple pour la recherche géographique, toutes les métadonnées, la description, le titre, les mots-clés, les contacts et des choses comme ça, on va concaténer ce texte et puis on va demander à ce modèle d'embedding, ça s'appelle un modèle d'embeddings, de calculer sa représentation vectorielle et on va stocker toutes les métadonnées sous forme de vecteurs dans une base de données. Puis ensuite, quand l'utilisateur, donc j'ai peut-être un exemple ici, quand l'utilisateur, donc à gauche, on indexe toutes les métadonnées, à droite, l'utilisateur va poser sa question, on va faire la même chose, on va l'encoder dans un vecteur, et ensuite, la recherche sémantique, ça va juste être un calcul de distance entre le vecteur de la question et tous les vecteurs que j'ai stockés dans ma base de données, qui correspondent aux vecteurs des données que je recherche. Et du coup, le vecteur le plus proche, c'est ce qui est montré ici, là en orange, et celui en bleu, c'est celui qui va répondre à ma question.
Donc c'est ça la recherche sémantique qui permet de faire du sens. Donc là, j'avais un exemple, je vais essayer de le faire rapidement. Bon, ouais. Où là, c'est un catalogue GeoNetwork, par exemple. À gauche, c'est la recherche lexicale. Donc population, on trouve, mais par contre, démographique, on ne trouve pas. On voit qu'à droite, on va trouver. Pluie, c'est pareil, voilà, précipitation, etc. Ce qui est intéressant, c'est comme c'est le sens, donc là, c'est une recherche sémantique. On peut parler en anglais, on peut faire du multilingue. Bon, à Montpellier, ça, c'est pas très intéressant. Mais on peut poser des questions. Par exemple, je lui demande à la fin... En occitan, voilà, tout à fait, pardon. Gestion des déchets, et je lui demande quand est-ce qu'on peut ramasser les poubelles. Et il comprend, en fait, il comprend vraiment mon intention et ce que je veux faire. Voilà. Donc, comment on fait pour utiliser ces capacités dans une application et dans votre application? Donc, par exemple, pour faire de la recherche, comment ça marche l'intelligence artificielle? On a les modèles de langage, mais ce qu'il faut, c'est construire une base de connaissances. Donc la base de connaissances en géographie, ça va être par exemple mon patrimoine de métadonnées, mais sur ma plateforme OpenIG, ça peut être aussi les news, les articles de blog, la documentation de la plateforme, etc. On stocke tout ça dans une base de connaissances. Ensuite, on fait une requête en langage naturel. Le LLM va comprendre notre intention, etc. Où est-ce qu'on recherche? Qu'est-ce qu'on recherche? Est-ce que c'est de la doc? Est-ce que c'est une donnée? On va confronter ça avec notre base de connaissances. On peut faire une recherche sémantique sur la base de connaissances. Et puis, on va retourner des résultats de notre base de connaissances. Donc, ça s'appelle la phase de retrieval dans le RAG. Et ces résultats, on va les envoyer une deuxième fois au LLM pour qu'il réponde à ma question. Donc, on va lui redonner la question, on va lui redonner tous les résultats, toutes les métadonnées qui correspondent, et on va lui demander, tiens, génère-moi une réponse par rapport à toutes les données que j'ai. Et c'est ce qui permet en fait de faire de la recherche par IA sur nos propres données. Voilà. Sinon, le LLM, il n'a pas été entraîné sur nos données. Et toutes les techniques de fine-tuning de modèles sur nos données, etc., c'est pas du tout recommandé parce que dès qu'une donnée change, le LLM, il connaît plus les données, quoi. Donc voilà, ce qu'on utilise, c'est le RAG. Il reste 3 minutes. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça permet de faire, par exemple? Ici, c'est une donnée de SwissTopo, par exemple. Et là, on fait de la recherche. Et là, c'est comme tout à l'heure, sauf que c'est pas de données OpenStreetMap. C'est des données ça peut être les données de votre catalogue OpenIG. Je demande, je veux faire de la randonnée, et puis il va tout seul trouver toutes les données relatives à la randonnée sur mon territoire. Voilà, donc il y a quand même beaucoup de risques. Il y a des études qui montrent que 80% des projets IA échouent et seulement 30% dépassent le stade de pilote. Donc en fait, dans notre écosystème géographique, on voit pas mal d'articles, de choses qui font des démos parce qu'ils ciblent précisément des questions, des données, etc. Mais quand ça va en production, c'est beaucoup plus compliqué parce que l'utilisateur, il peut demander n'importe quoi. Donc ça vient souvent que voilà, les gens ont beaucoup d'attentes. Mais les UI, etc., ne sont pas forcément adaptés. On fait des projets qui sont pas forcément, on n'en a pas besoin. Ça répond à quelque chose qu'on n'a pas besoin. Et surtout, pourquoi ça ne marche pas, c'est des grands défis liés aux données. Donc, on voit pourquoi il faut l'importance de faire des bonnes métadonnées. Il faut que les données soient bien décrites, disponibles, de qualité, libres d'accès, avec des bons formats, pour pouvoir être exploitées et être bien décrites. Ensuite, il faut donc qualité des données, qualité des systèmes. Il faut beaucoup de compétences d'ingénierie. En fait, c'est un milieu qui évolue très vite. Donc, on voit par exemple, ça, c'est un RAG, mais de recherche. Mais on voit qu'on fait de l'extraction, on fait de la reformulation, on fait une recherche sémantique croisée, on fait de la recherche hybride. Donc, en fait, il y a beaucoup de techniques à mettre en place. Là aussi, au niveau de l'ingénierie, il y a ce qui s'appelle le function calling dans l'IA. Donc, c'est un autre potentiel. C'est que, par exemple, on va avoir des systèmes d'agents qui vont raisonner. Donc, ils vont comprendre la question. Ils vont avoir des outils, donc tools et function calling, ça s'appelle, des outils à disposition qu'ils vont connaître parce qu'on les aura décrits dans la question qu'on pose au LLM. Et en fait, quand on pose une question, il va essayer de voir, OK, j'ai quoi comme outil à disposition ? Et comment j'appelle ces outils, avec quels paramètres? Donc, par exemple,
à quelle altitude se trouve Wabern. Il va comprendre qu'il a un outil qui est de localisation pour définir la localisation en XY de Wabern. Et ensuite, il a un autre outil qui prend un XY et qui donne l'élévation. Donc ça, c'est un système de raisonnement d'agent. On parle d'IA agentique. Et il est capable de raisonner et de répondre à la question. Donc ça permet de faire des systèmes beaucoup plus complexes, comme des systèmes d'intelligence géographique pour répondre à des questions complexes sur le territoire, notamment avec des données de l'INSEE. Et là, vous trouverez des exemples sur le MCP. MCP, c'est ce qui permet un standard qui permet de définir ces outils et ce function calling. Et là, il y a des exemples de vidéos où, par exemple, le chat discute avec QGIS et permet de faire des opérations en direct avec QGIS, car il connaît les fonctions de QGIS, il sait comment les appeler, et il transforme notre question en appel de fonction avec les bons paramètres. Je vais terminer sur la qualité des tests. Ce qui est très important, c'est de vous impliquer. L'IA n'est pas déterministe. Donc, pour savoir qu'elle répond bien à vos questions et qu'elle trouve les bonnes données, c'est très important de vous impliquer, de définir des jeux de tests. Pour telle question, c'est telle donnée que je veux retrouver. Et de faire évaluer, créer des évaluations et d'avoir une amélioration continue de votre système quand vous modifiez votre RAG ou vous changez de modèle. Voilà, donc j'ai terminé ma présentation. Les points clés, ça a beaucoup de potentiel pour vos données, pour démocratiser et pour des utilisateurs non experts. Donc c'est pour vraiment valoriser votre travail de producteur de données. Je vous conseille de vous investir si vous démarrez un projet, donc bien remplir vos métadonnées, faire des jeux de tests, être prêt un petit peu à franchir le pas. Et puis soyez bien entourés parce que c'est un modèle très complexe qui évolue très vite, que les prototypes ne vont pas en production. Et du coup, c'est pas quelque chose à démarrer comme ça, juste pour faire un petit wow effect sur sa plateforme. Voilà. Merci. Merci de ce travail qui démystifie aussi, qui montre à la fois le potentiel et qui démystifie aussi effectivement une espèce de grand appétit qui part un peu dans tous les sens. Donc c'est intéressant. On est déjà très en retard, vous commencez à avoir très faim. On n'a pas tout à fait fini la matinée. Est-ce qu'il y a quand même une petite question pour Florent ? C'est pas grave. S'il n'y en a pas, vous aurez le temps pendant le déjeuner de lui en poser. N'hésitez pas à venir discuter avec moi. En tout cas, merci beaucoup à toi.